Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Les filtres tombent, mais c'est ça qui est super gai. Quand je sens que le personnage vit, c'est que mes filtres à moi sont tombés, que j'ai plus de barrière sociale et que j'écris l'histoire parce qu'elle s'impose et qu'il n'y a plus aucun filtre. Il y a quelques mois, j'ai lu le roman La vraie vie d'Adeline Dieudonné et cette lecture m'a fait me dire « Ok, je veux comprendre ce que cette personne a dans la tête, je veux comprendre la façon dont elle écrit. » Et donc il me fallait un prétexte pour lui poser plein de questions. Donc c'est en grande partie elle qui, sans le savoir, m'a poussée à enfin lancer un podcast d'interview. Donc je suis d'autant plus fière aujourd'hui de recevoir Adeline Dieudonné dans Les gens qui doutent. Pour ceux qui ignorent encore qui elle est, eh bien c'est une comédienne et auteure belge qui a sorti l'an dernier son premier roman La vraie vie, qui est un mélange de candeur et de dureté. En très gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui, très jeune, se prend à la face toute la violence dont la vie est capable. Et ce livre est un énorme carton. Adeline a reçu à peu près 2 tonnes de prix, le prix du roman Fnac, le prix Renaudot de lycéen, le prix Rossel et plein d'autres. Donc on a parlé de la vraie vie, évidemment, on a parlé de l'état de son ego après un tel succès, mais aussi de son seul en scène Bonobo Moussaka, de comment elle est arrivée dans l'écriture, de ce qui la stimule là-dedans, de ses relations avec ses personnages, avec ses histoires, des moyens qu'elle utilise pour se débarrasser des filtres sociaux dans l'écriture, plein de choses dans ce style. J'ai vraiment passé un très très bon moment avec elle, donc j'espère que cet épisode vous plaira. Là, t'as fait full promo. Mm-hmm. C'est chiant. Non, j'ai adoré ça. Ah ouais oui. Bah oui, ça a été 1 an de promo, quasiment. Et non, j'ai bien kiffé. J'ai rencontré plein de gens, c'était chouette. C'est la première fois aussi, donc c'était une grande découverte. Et puis, voilà, j'ai rencontré les journalistes d'une part, les libraires, les lecteurs. C'était super gai. Après, c'est vrai qu'il y a un moment où on répète tout le temps les mêmes choses. Et donc, certaines questions, c'est vrai qu'à la fin, j'en avais un petit peu marre. Mais en même temps, je comprends qu'on me les pose individuellement. C'est des questions logiques. Et, donc voilà, je suis contente que ce soit fini parce que je suis contente d'être un peu à la maison, de dormir dans mon lit. Mais je recommencerai avec plaisir pour le prochain, clairement. C'est pas bizarre d'aller dans des émissions et tout que tu regardais pas, parce que je pense que tu regardes pas trop à la télé et tout. Non, c'est pas bizarre. C'est assez chouette parce que du coup, il n'y a pas trop de pression. C'est vrai que quand je suis allée à la grande librairie, je ne savais même pas qui était François Bunel. Donc, je rigole, mais moi non plus. Ah ben voilà. Et non, ça enlève de la pression. Je crois que l'émission où j'étais le plus stressée, c'était Ruquier parce que c'était une émission que je connaissais, que j'avais quand même pas mal regardée à l'époque où je regardais la télé. Donc non, c'est chouette d'aller en touriste. Est-ce que ça t'a dérangé de devoir expliquer certains passages qu'on te citait hors contexte, quand le but c'est que ce soit interprété de manière différente selon les gens? En fait, le fait que tu doives un peu figer comme ça une interprétation. Oui, clairement. C'est bizarre, d'autant plus que j'ai pas de réponse, forcément. C'est ça que j'expliquais souvent aux gens dans les rencontres publiques, c'est qu'en général, toutes les questions qui commencent par « pourquoi ?», j'ai aucune réponse. Je sais pas pourquoi j'ai choisi que ma petite héroïne n'ait pas de prénom, pourquoi la violence conjugale, enfin, toutes ces questions-là, j'ai aucune idée, je sais pas du tout. Donc non seulement j'ai pas de réponse, et après, donner une interprétation, finalement mon interprétation vaut pas plus que celle que chaque lecteur pourrait avoir, parce que ça n'est qu'une interprétation a posteriori. Donc effectivement, c'est pas dérangeant, c'est plutôt que ça a pas beaucoup de sens de parler de ça et d'interpréter un bouquin, je trouve. Chacun doit faire son chemin et chaque lecteur a ses images qui s'imposent et son travail de création à lui par rapport à ce que j'ai écrit. Et toi, tu l'as écrit en n'ayant aucune idée de ce qu'il allait se passer ? Tu t'es juste laissé un peu guider par ce qui venait, comme on fait de l'impro, et d'ailleurs c'est ça que tu as fait avant. C'est exactement le même cheminement ? Oui, complètement. Sans aucun a priori sur ce qui allait se passer. Et donc l'histoire s'impose un peu d'elle-même. Et à un moment, les personnages, une fois que je commence à savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent, ils ont leur propre logique. Et donc, je suis incapable d'anticiper. Surtout que je suis quelqu'un qui anticipe très très mal. C'est pour ça que je suis une merde aux échecs, par exemple. J'anticipe très très mal. Donc je sais pas
je peux pas penser trois coups plus tard et me dire ah oui, mon personnage il va lui arriver ça, donc l'autre personnage va réagir comme ça, donc mon personnage va réagir comme, enfin c'est impossible. Donc oui, vraiment comme en impro, et c'est magique parce que c'est là que je trouve l'écriture se libère complètement, et on est dans l'émotion et pas du tout dans une démarche cérébrale un peu figée justement. Et du coup, il y a des moments où tu es revenu en arrière parce qu'une voix que tu avais empruntée ne t'allait pas? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé aussi de revenir en arrière parce que tout à coup, quelque chose s'imposait et que je me rendais compte que je devais le préparer un petit peu. Par exemple, la scène de la traque, elle est préparée dans le roman, alors qu'en réalité, elle s'est vraiment imposée. C'est au moment où ils sont allés dans la forêt. Je me suis dit, tiens, j'ai envie qu'ils aillent un moment dans la forêt, qu'ils sortent de ce quartier, et qu'il se passe quelque chose dans la forêt la nuit. Mais je ne savais pas du tout que c'était ça qui allait se passer. Et après, je me suis dit, ah ok, mais alors ce serait intéressant quand même d'aller donner des petits indices et de faire monter un tout petit peu la tension par rapport à ça en revenant dans l'histoire quelques semaines en amont. Et c'est comme ça que j'ai préparé le truc avec le papa qui, au début de l'été, dit il y aura un jeu de nuit, il y aura quelque chose, avec les sacs à dos qui se préparent et tout ça. Donc ça, c'est intéressant aussi, parfois, de revenir en arrière, parce que justement, je trouve que j'ai emprunté une voie qui m'intéressait, mais de me rendre compte que c'était bien de l'implanter un peu plus tôt. Ok. Et bon, là, tu disais que le cheminement entre l'impro et l'écriture, enfin, ça avait été un peu le même dans la conception de l'histoire, mais est-ce que c'est pas un peu antagoniste dans la façon dont l'impro, tu te laisses totalement... Tu dois pas avoir de filtre, et l'écriture, ben, tu peux tout corriger, tu peux repasser sur tout. C'est un grand écart. Oui, mais c'est ça que j'adore, justement. C'est pour ça que j'aime encore plus l'écriture que le théâtre improvisé. Parce que c'est vrai que l'impro, le public est là en direct et on peut rien retoucher, on peut pas revenir en arrière. Tout ce qui est dit sur scène fait partie de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça merde. Il y a des moments où quelqu'un arrive avec une information qui flanque toute l'histoire par terre et bon, ça fait partie de la beauté du sport, j'allais dire. C'est pas un sport, c'est un art, mais de la beauté du jeu. Mais c'est ça qui est génial avec l'écriture, c'est que justement, je travaille avec filet. C'est-à-dire que je dois avoir cette même liberté, de vraiment laisser parler les émotions. Mais après, évidemment, je reviens, je retravaille, je peux relire. Donc, je trouve que j'ai un petit peu les... Oui, c'est un peu le beurre et le cul. Enfin, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. J'ai tout, quoi. C'est cool. Ok. Et pourquoi tu as commencé par écrire un seul en scène plutôt qu'un roman? Ah, c'est une bonne question. Alors, certainement parce que j'imaginais pas du tout que j'allais écrire un roman un jour, parce que ça, c'est vraiment quelque chose où je pensais que c'était pour les gens... en fait, j'ai trouvé ça très présomptueux quand j'ai commencé à écrire un roman, parce que je me disais, c'est un truc ouais, pour des gens qui sont intellectuellement plus évolués que moi. Je pensais que pour écrire un roman, il fallait nécessairement avoir fait au moins des études de lettres, être plus âgé, être un homme. Enfin, je sais pas. Bien sûr, je sais qu'il y a des femmes qui écrivent des romans, mais je sais pas. J'avais un peu tous ces a priori là en tête. Donc, quand j'ai commencé à écrire, forcément, j'allais pas m'attaquer à cette montagne-là. Et le seul en scène, il s'est imposé tout seul, parce que je viens du théâtre à la base, que je faisais du théâtre improvisé. Donc c'est vrai que la forme d'expression orale sur scène m'était familière. Et puis j'ai commencé à écrire parce que j'ai rencontré Thomas Gunzig dans un café qui m'a dit tiens, mais c'est intéressant tout ce que tu as à dire. On dirait un bouquin de Marc Léville. On s'est rencontrés dans un café, il m'a dit écris. J'ai écrit. Oui, peut-être qu'un jour j'écrirai un roman de Marc Lévy là-dessus. mais oui, c'est vrai que c'est assez incroyable cette histoire. Mais donc au moment où il me dit ça, c'était en réaction à ce que je lui racontais de mes inquiétudes par rapport à l'avenir de mes enfants, par rapport par rapport à l'environnement, par rapport à la politique, par rapport aux violences sociales, aux violences économiques.
qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que tout ça, ça me paraissait beaucoup plus logique de le mettre dans dans un seul en scène de théâtre et pas dans une forme, pas dans une histoire, pas dans une fiction. Même si Bonobo Moussaka, c'est de la fiction, parce que je l'ai finalement fictionnalisé, mais enfin, il y a quand même un propos qui est très direct. Et, c'est beaucoup plus incarné que... Et puis, c'est vrai que, venant de Thomas aussi, c'est comme lui, il fait de la chronique radio. Finalement, Bonobo, je l'ai un peu conçu comme ça, comme une longue chronique sur scène, mais avec voilà, ce langage qui est très, très parlé, très direct, très adressé aux spectateurs. Donc, ouais, tout ça me paraissait parfaitement logique et c'était une bonne, justement, un bon pivot, je pense, pour après m'attaquer à de la littérature. Tu as encore prévu de le jouer, Bonobo ? Oui, c'est juste qu'on va faire une pause. Enfin, là, j'ai 3 dates en octobre à la Vénerie, à Boisfort, parce qu'ils m'ont contacté et que ça s'est mis et que c'était super chouette. Mais après ça, on fait une grosse pause parce qu'on a trouvé un producteur à Paris. Ça, c'est super cool. Et donc, on va à Avignon dans un an avec Bonobo. Et donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, à voir comment on fait. Est-ce qu'il y aura une tournée derrière ? J'espère que oui. Des dates à Paris ou ça va être un peu... Et encore, j'espère, des dates ici à Bruxelles, mais chapeautées par un producteur et où je dois plus m'occuper d'imprimer mes flyers et de faire ma page Facebook toute seule. T'as encore autant de plaisir à le jouer ? Ah oui. Oui. Après, là, j'ai retravaillé un petit peu le texte et pour le réactualiser un petit peu. Parce que comme c'est vrai que c'est c'est un spectacle qui parle de mes préoccupations, forcément, elles évoluent. Là, je l'ai écrit il y a 3 ans, Bonobo. Et il est brûlant d'actualité maintenant, mais je sais que dans 1 an ou 2, quand je le jouerai, ce que je raconte aujourd'hui, ça n'aura plus... Donc, j'essaye de réavoir un coup d'avance là. Et donc j'ai un peu réécrit et ça va me faire du bien aussi parce que c'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes choses, donc c'est cool d'avoir voilà, par exemple il y a le thème du climato-scepticisme dont on parlait pas du tout, enfin on en parlait très très peu il y a 3 ans, c'était vraiment c'était très marginal et alors qu'aujourd'hui je suis effrayée de la tendance que j'entends, donc voilà, ça par exemple c'est quelque chose qui m'affolait pas il y a 3 ans, qui m'affole aujourd'hui, donc je l'intègre dans le texte et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il est vivant, il peut évoluer constamment. Est-ce que t'écris, est-ce que c'est une sorte de nécessité ou juste une chose que t'aimes ? C'est une chose que j'aime. Honnêtement, je suis toujours un peu complexée quand j'entends des auteurs parler de nécessité. Et je les crois, hein. Enfin, vraiment, il y a pas de... Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça a été vital au moment où j'ai commencé à écrire. Ça m'a vraiment fait du bien. Pourquoi ? Parce que j'étais terriblement angoissée, que j'avais besoin de m'exprimer par rapport à ces angoisses-là et que je ne trouvais pas l'espace pour le faire. Et que l'écriture m'a permis de m'exprimer. Mais aujourd'hui, j'écris parce que ça me plaît, parce que c'est devenu mon gagne-pain aussi, pour parler de façon très prosaïque. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une nécessité. Si j'arrête d'écrire pendant 10 jours, j'ai pas la nausée, j'ai pas l'impression que je vais mourir ou qu'il me faut des antidépresseurs. Ça va. Maintenant, je sais pas, peut-être que si j'arrêtais d'écrire pendant 6 mois, je me rendrais compte que oui, c'est nécessaire. Mais non, c'est parce que j'aime bien. Et encore, j'aime pas toujours. Il y a des moments où c'est grisant et c'est génial et je suis hyper heureuse. Mais il y a des moments où c'est franchement pénible et où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre et de me lancer dans l'aromathérapie ou je sais pas, autre chose. Ouais. Et du coup, tu fais quoi quand t'es coincé et que ça te saoule ? Parce que là, t'es pas dans un bureau avec un chef qui te dit vas-y, travaille. Là, si tu veux, tu peux te mettre dans ton canapé et lire. C'est un peu ce que je fais. Ok. Honnêtement. Mais après, je me décomplexe par rapport à ça parce que la lecture fait partie intégrante du travail et que
et que j'essaie quand même toujours de lire quelque chose qui est en lien avec ce que je suis en train d'écrire. Donc, je me mets pas dans mon fauteuil devant une série. C'est plutôt, je vais effectivement aller chercher de l'inspiration dans les livres. Ou, comme c'est le cas pour l'instant, je pars carrément sur autre chose. Pour l'instant, je suis en train d'écrire mon 2e roman. Et en ce moment, je patauge. Voilà. Et je sais que c'est normal, que ça arrive. Ça m'était arrivé pendant la vraie vie. Je suis dans ce moment où je me dis... Ok, je termine celui-là et puis après, j'en fais pas un autre derrière. Mais je m'étais déjà dit ça pour la vraie vie. J'avais même appelé ma meilleure amie en disant je voudrais juste que tu te rappelles d'aujourd'hui et que si un jour je parle d'écrire un 2e roman, tu me... Mais comme ça pourrait être le cas en plein accouchement. Ouais, j'allais dire, c'est comme les enfants. Voilà, dire à son mec rappelle-toi bien qu'on n'en fait pas un 2e, que dans 6 mois, j'aurais peut-être envie, mais ce sera hors de question. Bah là, c'est un peu pareil. Et je me rappelle maintenant pourquoi je m'étais dit que j'en écrirais pas un 2e, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où c'est l'enfer. Donc pour l'instant, je suis dans cet enfer et c'est pas grave, du coup j'écris une nouvelle et ça me fait du bien. J'ai vraiment l'impression, c'est comme si j'interrompais un marathon pour aller courir et me défouler dans une prairie et puis je reprendrai le marathon après, ça ira très bien. Il y a plein de gens qui ont des débuts de romans dans des tiroirs. Comment, à un moment, on se dit allez, celui-là, c'est le bon, c'est mes personnages, ils vont aller jusqu'au bout. Comment on a ce déclic de cette fois-ci, je tiens un truc. Alors, je comprends très très bien pourquoi plein de gens ont des débuts de romans. C'est pour ce que c'est exactement la raison, ce dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un moment où c'est pénible et on ne sait plus où on en est, où on en a marre. Alors moi, c'était une promesse que je m'étais faite. C'est une promesse qui datait même déjà de Bonobo Moussaka. C'est-à-dire que j'avais aussi plein de projets avortés dans mes tiroirs. Des projets d'écriture, mais plein d'autres choses aussi. Parce que comme j'avais une formation de comédienne, c'est un métier où on ne vient pas nous chercher. Et donc, faut initier des projets, il faut se lancer dans des trucs. Et j'avais... Je sais pas combien j'ai de carnets avec des centaines, des centaines, non peut-être pas, mais des dizaines et des dizaines de projets avortés. Et quand j'ai commencé à écrire Bonobo, je me suis dit, ok, tu fais un truc simple, tu fais un seul en scène, mais tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire, n'essaye pas de te lancer dans un scénario de film où c'est effectivement très compliqué, où après il faut des financements, il faut un producteur. Là, tu fais un truc ultra simple. Et si c'est 2 dates dans un petit café-théâtre à Bruxelles, ce sera juste 2 dates dans un petit café-théâtre à Bruxelles, mais au moins, je voulais un projet abouti, terminé. Et en fait, je me suis fait cette promesse sur Bonobo, je l'ai tenue. Et après, maintenant, c'est vraiment un engagement que j'essaie de tenir vis-à-vis de moi-même, de ne plus accepter un seul projet inachevé. Quand je commence quelque chose, je le termine. Même si je suis pas sûre, même si c'est pas terrible, même si après je me dis faudra peut-être pas le publier ou faudra peut-être pas le... Ah ouais, tu préfères terminer un truc et ne pas le publier? Oui, que de m'arrêter en... Oui, c'est presque de la superstition, c'est-à-dire que j'ai tellement arrêté... En fait, j'aurais trop peur de repartir dans un cycle de trucs que je termine pas et de repartir en fait dans et de plus pouvoir bosser en fait. Donc oui. Là, j'ai un projet, j'ai une pièce de théâtre que j'ai commencé à écrire pendant que j'écrivais La Vraie Vie et que j'ai pas terminé. Ça me reste vraiment sur la patate. Je m'en veux et je sais que je le terminerai un jour parce que ça m'énerve. C'est comme une promesse que j'ai pas tenue vis-à-vis de moi-même et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Maintenant que c'est ton travail d'écrire des choses, comment tu te forces à avoir une rigueur tu te lèves et tu t'arrives à directement être dans le mood pour écrire, ou est-ce que tu as besoin d'être dans un cadre particulier Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas évident parce que je travaille de chez moi, mais même là où on est, c'est-à-dire sur la table de la salle à manger. Donc, c'est compliqué parce que j'ai pas de cadre précis. Mais alors, pareil, c'est une histoire d'engagement vis-à-vis de moi-même. Comme je suis mon propre patron, j'essaye de... Je suis un peu schizo, quoi. J'essaie de m'impressionner moi-même, de me satisfaire. Donc
Et donc d'être disciplinée, j'essaye de tenir 2 disciplines. C'est la discipline du travail et de l'écriture et la discipline du sport. Et donc le rituel idéal pour moi, c'est me lever tôt le matin. Si j'ai les enfants, je les emmène là où je dois les emmener, c'est-à-dire à l'école, à un stage. Si j'ai pas les enfants, alors je me lève encore plus tôt et je vais au yoga. Et comme ça, je suis de retour tôt à la maison. Il est genre 9h et j'ai déjà 1 heure de sport dans les pattes et je me mets à bosser. Et voilà. Et à midi, je peux me dire, là, j'arrête et j'ai déjà une super bonne journée derrière moi. Après, je peux passer le reste de l'après-midi à aller boire des coups avec les copines ou à bouquiner dans mon fauteuil. Mais voilà, j'essaie vraiment d'avoir ces disciplines parce que si je le fais pas, c'est vrai qu'il y a personne derrière moi pour même ma maison d'édition qui pourrait jouer ce rôle-là, ils le font pas parce que c'est pas leur, c'est pas eux de le faire, c'est vraiment moi qui dois être. Donc c'est un apprentissage. Voilà, je suis en plein apprentissage de mon nouveau métier. C'est pas bizarre que je te pose ça alors que ça fait quelques années à peine que t'écris? Non, c'est pas bizarre, d'autant plus que je crois qu'il y a vraiment pas que c'est pas spécifique à ce métier-ci. En fait, c'est tous les indépendants, tous les artistes. Oui, je ne fais que projeter mes angoisses sur toi. Mais oui, je sais. Et quelque part, malgré tout, c'est une chose à laquelle j'étais habituée aussi parce que quand t'es au chômage, c'est pareil. C'est aussi extrêmement difficile de se mobiliser et si tu le fais pas, moi en tout cas j'ai tendance à perdre toute estime pour moi-même et donc c'est même pas perdre toute estime pour moi-même, c'est même au-delà de ça, on a l'impression d'être en dehors du monde comme ça et donc moi c'est un apprentissage que j'ai dû faire assez tôt en tant qu'artiste, en tant que chômeuse, voilà, des moments où j'avais pas de boulot et où tu te lèves le matin. Déjà, il faut se lever le matin, mais si tu as des enfants, c'est plus facile. Tu déposes les enfants à l'école et puis tu te retrouves, mais littéralement à la rue. C'est-à-dire, tu dis, je vais pas rentrer chez moi, c'est juste la dépression. Là, je vais faire quoi et tu te sens complètement inutile. Et donc, et en fait, c'est de là que j'ai commencé à remplir mes journées, à essayer de faire quelque chose qui, à défaut d'être utile pour les autres, soit utile pour moi et que j'ai pas l'impression de juste gâcher mes journées à ne rien faire. Donc voilà, c'est une discipline que j'ai dû prendre quand même depuis des années et je pense qu'on est de plus en plus nombreux parce que le monde change et évolue comme ça. On a de moins en moins de jobs structurés avec une hiérarchie et tant mieux, c'est super. Enfin, je pense vraiment que c'est bien, mais c'est un apprentissage quoi. Qu'on nous fait pas. D'ailleurs, c'est un apprentissage qu'on apprend nulle part. Qu'on apprend nulle part. Ouais. Et c'est vrai que l'école est pas du tout faite comme ça, pas du tout bien faite parce que on est habitué aux rapports hiérarchisés, aux rapports de subordination, aux deadlines tout le temps. Ouais. Putain, moi j'ai tellement flippé quand j'ai terminé mes études il y a 2 ans. Ouais. J'ai vraiment eu pendant 1 an, je bossais en tant que RP, j'étais indépendante et tout, c'était affreux. C'était une des pires périodes de ma vie parce que vraiment, déjà, j'aimais pas ce que je faisais. Donc ça n'aidait pas. Et puis, avoir un rythme, se forcer à... Et maintenant, je le gère un peu mieux. Mais putain, c'était tellement dur de vraiment être confrontée à ce vide que j'avais jamais connu avant. De cette façon-là, en tout cas. Et putain, c'est pour ça que maintenant, je pose les questions à des gens pour savoir comment le faire. Oui. Bah c'est chouette. Après, le gros piège aussi, c'est du coup de plus mettre de délimitation claire entre son boulot et sa vie privée. Et ça, j'avoue que moi, c'est juste une catastrophe par rapport à ça. Heureusement que mon boulot, je le sépare plus du tout de ma vie privée parce qu'il fait... c'est tellement intimement lié à... Donc, il n'y a plus aucune délimitation. Et ça se passe très, très bien, tant mieux, parce que je suis pas débordée non plus. Ou quand je le suis, c'est tellement chouette que ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça, c'est une autre difficulté. C'est qu'on doit aussi se discipliner à se dire à un moment, c'est fini, la journée de travail est terminée, maintenant, je me consacre à d'autres choses plus essentielles. Tu veux l'ouvrir à demain? Non, ça va. C'est juste que ça grince dans le micro. Et donc,
te resserre? Ah ouais, je viens, s'il te plaît. T'as bossé avec une éditrice qui s'appelle Julia, il me semble. Oui, tout à fait. Et donc, avant que le manuscrit soit accepté, vous avez dû retravailler un peu le texte. Est-ce que ça pince un peu l'ego ou t'as tout de suite accepté que c'était comme ça que ça marchait? Non, j'ai tout de suite accepté parce que j'ai pas beaucoup d'ego. Super. Bienvenue dans ce podcast. Mais on me l'a démoli au conservatoire, donc et de façon très très douloureuse, mais c'est bien. Enfin, non, c'est pas bien. C'est pas bien de le faire de façon douloureuse, mais c'est un bon apprentissage, mais qui, je pense, peut se faire autrement que dans la douleur et dans la violence. Mais c'est vrai que en fait, le boulot de comédien, de comédienne, c'est de se mettre au service d'un texte, de se mettre au service d'un metteur en scène. Et donc, il n'y a pas d'ego. Et donc, moi, je l'ai abordé comme ça, le travail avec Julia. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis au service du roman. Et si elle a des bons conseils à me donner, si elle a des indications à me donner, c'est super, parce que à partir du moment où ça fait sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi, et ça m'est déjà arrivé en tant que comédienne, me retrouver face à un metteur en scène dont je ne comprends pas les indications, et ça, c'est compliqué. Mais à partir du moment où on comprend ce que l'autre nous veut, et qu'on on voit la finalité, et qu'on se dit, tiens, mais oui, c'est mieux que ce que moi j'aurais pu proposer, non, j'ai aucun souci à le faire. C'est vrai que parfois ça demande un peu de confiance aveugle aussi, mais c'est la même chose sur un plateau. C'est-à-dire que parfois le metteur en scène demande un truc et on se dit what? Et puis faut essayer, parce qu'il y a des choses, tant qu'on les a pas expérimentées, on peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc faut essayer, on se trompe, on trébuche, on tombe, c'est pas grave. Tant qu'on a confiance en la personne avec laquelle on travaille, on s'en fout, elle nous voit nous péter la gueule, voilà, c'est un peu humiliant sur le moment, mais c'est pas très grave. Et surtout, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on avance. Si on essaye de rester digne à tout prix et de rester sur ses deux pieds à tout prix, on n'avance pas, on prend pas de risques. Et donc non, j'ai adoré ce travail, vraiment. Comment il va ton ego après la vraie vie? Bien et mal. C'est-à-dire que mon mauvais ego va très bien. Et c'est peut-être un petit peu ça le problème, c'est que c'est sûr que c'est super agréable d'être à ce point... quand notre travail est à ce point apprécié. Donc c'est sûr que là, je me suis pris 1 an d'ego boost intensif. Et... donc c'est très très bien. Maintenant, je me surveille aussi un petit peu en me disant, faut pas croire que, ça veut pas dire que je suis un génie. Loin de là. Je suis consciente qu'il y a énormément de chance là-dedans, que des gens qui écrivent très très bien, qui écrivent des très 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 bonnes histoires, il y en a énormément. Ça, j'en suis convaincue. Et que dans les 600 romans qui sortent à la rentrée, il y en a beaucoup qui sont très bons et qui auraient mérité les mêmes éloges que la vraie vie. Après, pourquoi celui-là plus qu'un autre, je sais pas bien. Mais c'est sûr que voilà, je vais pas bouder mon plaisir. Ça a été une année extraordinaire pour ça. Et puis j'en ai tellement bavé, j'en ai tellement chié pendant des années que finalement je le prends aussi comme une sorte de réparation, si pas de revanche. Mais faut que j'oublie tout ça pour écrire le deuxième, ça c'est sûr. T'as peur de démarrer avec trop de confiance? Non, alors bizarrement pas trop de confiance, mais d'avoir tout à coup envie de prouver quelque chose. Alors que quand j'ai écrit La vraie vie, vu que personne ne m'attendait, j'essayais pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'essayais de m'épater. Et c'est pas du tout la même... ouais, c'est subtil. Hein. Je sais pas bien comment expliquer la différence, mais faut que j'essaye de m'épater moi, que j'essaye d'épater mon éditrice et les quelques gens qui m'entourent et qui m'accompagnent dans l'écriture. Mais surtout pas essayer de faire de l'esbrouf vis-à-vis
De l'esbrouf. Ouais. C'est bruxellois ou... Ah ouais. Ah, Ah, peut-être ok. bien, je sais pas. Ok. T'as jamais entendu? Je pense que si, mais j'ai probablement jamais su ce que ça voulait dire. Ah non, mais c'est peut-être bruxellois, alors je sais pas. Ok. En tout cas, voilà, pas vouloir chercher à faire ma maline. Auprès des critiques littéraires, auprès des prix littéraires, je crois que la pire chose que je pourrais faire en écrivant ce deuxième roman, c'est de me dire j'étais dans la sélection du Goncourt avec La vraie vie, et ben maintenant je vais essayer de faire un objet plus littéraire, plus peut-être un petit peu plus élitiste, pour que la fois prochaine je sois non seulement de nouveau dans la sélection du Goncourt, mais que j'essaye de le choper. Ce serait vraiment une erreur parce que La vraie vie, je l'ai écrit sans me préoccuper de tout ça, et je pense que c'est justement ça qui fait sa magie. Mais donc c'est très difficile. Puis c'est intimidant aussi. Je me dis, il y a plein de gens qui du coup ont confiance en moi, m'attendent avec beaucoup de bienveillance sur le deuxième. J'ai pas envie de les décevoir. Donc c'est intimidant. Donc au contraire, c'est pas un excès de confiance en soi, c'est même plutôt de se dire, est-ce que je vais être à la hauteur des attentes. T'arrives encore à écrire sans penser à la réception de l'œuvre? Oui, ça c'est assez cool. C'est-à-dire que j'écris en... non, de temps en temps ça me rattrape un peu, mais la majeure partie du temps, je me concentre vraiment sur mes lecteurs proches. Mes lecteurs proches, c'est-à-dire vraiment les 2-3 personnes à qui je fais lire mon manuscrit en premier. Et tant que je suis concentrée sur eux et sur le fait de les épater, eux, ça va. Parce que je sais que je dois pas chercher à les épater avec des mots compliqués, avec des grandes figures de style, mais plutôt avec beaucoup d'énergie et de l'humour et de la sincérité. J'ai 14 000 questions qui sont venues avec les dernières phrases que tu as dites. Pourquoi tu penses que La vraie vie a touché autant de gens? C'est une question de merde, hein, mais... Mais j'ai aucune idée. Et je crois surtout que c'est une question que je dois surtout pas me poser. Ce serait une très mauvaise idée, parce que me poser cette question-là, ça voudrait dire que j'essaierais du coup de tirer une recette à reproduire pour essayer de faire un deuxième succès comme celui-là. Je sais pas ce qu'il y a plus dans la vraie vie. Vraiment. Et il y a certainement là-dedans plein de choses que je maîtrise pas aussi. Et je préfère du coup ne pas le savoir, parce que tout ce que je maîtrise pas, ça va m'effrayer. Donc je me doute qu'il y a des choses dans les thématiques qui sont développées qui sont justement d'actualité, comme les violences conjugales, comme le propos féministe, les préoccupations environnementales qu'on sent quand même en toile de fond. Donc voilà, ça je maîtrise pas, parce qu'il est absolument hors de question que je commence à me poser la question des thèmes qui intéressent les gens avant de commencer à écrire quelque chose. Par contre, ce que je maîtrise, ce qui est de mon ressort, c'est vraiment, je reviens tout le temps avec ce mot, je suis désolée, mais c'est important, c'est la sincérité. C'est vraiment d'écrire avec un maximum de sincérité. J'ai pas d'autres mots. Ce qui donne parfois un peu cette candeur aussi dans l'écriture, mais d'être profondément intègre par rapport à ça. Souvent, ça revient vraiment le fait d'utiliser des mots très simples pour dire des choses très complexes, que ce soit dans Bonobo ou dans La vraie vie. La vraie vie, parce que c'est un enfant qui s'exprime, mais dans Bonobo aussi, il y avait beaucoup de métaphores pour expliquer des choses complexes, et j'aimais bien. Voilà, c'est tout. J'avais pas encore fait de compliments depuis le début. Ah, mais c'est gentil. C'est gentil, surtout que j'ai pas l'impression que ce soit complexe, donc c'est cool, ça me fait vachement. Tu l'as vu? Tu l'as lu, Bonobo? Non, je l'ai juste lu. Ah oui, ok. Non, d'accord. évidemment, je m'y suis prise la veille pour les places, et comme par hasard, c'était full. Donc non, je ne l'ai pas vu. Ah. Bah écoute, voilà, mais donc tu l'as lu. Mais c'est cool, ça me fait plaisir parce que justement parfois ça peut être un complexe que j'ai de me dire oui, ce dont je parle, c'est pas très complexe, justement, c'est ça, on reste dans des choses
assez basique, mais donc voilà, je suis contente, merci. Bof, là je suis pas trop d'accord pour le coup, mais enfin genre il y a quand même la dureté qu'il y a dans le livre, genre la scène de la traque par exemple, c'est pas. Allez. Ah c'est dur. Pas... Oui, c'est pas. Oui. J'y passerai pas mes vacances quoi. Non, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. On n'est pas dans du Marc Lévy pour le citer une deuxième fois. Mais en fait, moi, c'est un truc assez récurrent dans les ouvrages que j'aime bien. J'adore La vie devant soi, par exemple, où c'est un enfant qui s'exprime, ou La trappe-cœur, où c'est aussi Holden qui est tout jeune. Et je trouve que c'est pas un procédé, mais une façon tellement plus saine de voir les choses, parce que c'est vraiment expliquer les choses telles qu'elles sont, sans avoir de mécanismes un peu préconçus qu'on nous a appris en grandissant, et ouais, je trouve ça a toujours une certaine pureté dans les choses racontées, je trouve. Mais oui, j'avoue que j'aime bien aussi, et je me suis rendu compte que tous mes personnages quand ce sont pas des enfants, ce sont des gens relativement simples. Dans Bonobo Moussaka, la fille, c'est moi. Donc elle vient avec aussi beaucoup de simplicité en disant moi les gars j'y comprends pas grand chose, donc on va essayer de comprendre un peu plus ensemble, mais dans les nouvelles que j'écris aussi, c'est toujours des personnages assez simples. Dans Le ventre idéal, elle est incroyable celle-là. Ah, franchement elle est incroyable. Merci. Mais voilà, la fille, pareil, elle a des réflexions qui sont assez basiques, assez simples, mais je trouve ça intéressant de voir les choses à travers son regard, parce que ça donne aussi quelque chose d'un petit peu... Parce que je crois que c'est chouette pour le lecteur, et c'est chouette là pour moi en tant qu'auteur, de voir justement le décalage entre ses réflexions et ce que le lecteur peut ressentir, parce que lui, justement, il a une vision plus complexe de la chose, et je sais plus ce qu'elle dit à un moment. Elle est auscultée donc par... elle épouse un gynécologue, mais dont les deux parents sont gynécologues à la retraite, et donc tout le monde veut l'ausculter parce que ça les passionne. Ils sont passionnés par leur boulot, donc le dimanche au repas familial, elle se retrouve les pieds dans les étriers avec les trois qui sont là. Fête de famille. Ouais, voilà, fête de famille, à se battre pour savoir qui tiendra le spéculum. Et voilà, elle accepte ça parce que c'est une gentille fille et qu'elle sait pas trop. Mais donc de temps en temps, elle peut avoir des réflexions par rapport à ça qui sont terrifiantes, parce que nous on voit toute la violence et toute l'incongruité de la situation. Et donc je crois que ça m'amuse beaucoup. Maintenant, je voudrais justement essayer de voir ce que ça donne d'écrire avec un... Parce que par contre, ça emprisonne un tout petit peu, c'est-à-dire que par moment, je voudrais pouvoir développer à travers le personnage des réflexions un peu plus complexes, et je peux pas le faire parce que je suis limitée par justement sa simplicité. Donc là, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire dans le deuxième roman, de voir, avec un personnage plus évolué, plus complexe, est-ce que je m'en sors ? Mais je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup le charme de ces personnages un peu innocents, un peu candides. Dans pas mal des nouvelles ou du roman et tout, il y a toujours une notion de fatalité qui revient tout le temps, vraiment fatalité qui est acceptée ou pas. Mais genre dans Le ventre idéal, ou même dans Bonobo, quand tu racontes l'histoire de Martin et de sa femme, machin, il y a toujours les gens sont jamais ensemble parce qu'ils s'aiment, mais juste parce que c'est comme ça qu'il faut faire. L'école, c'est toujours dépeint comme un truc hyper étriqué, où on n'apprend pas la vie, mais on apprend juste à rester son cul sur une chaise pendant 8 heures. Il y a toujours vraiment ce sentiment de fatalité qui se ressent très fort évidemment dans la vraie vie, mais c'est vraiment un truc qui a en toile de fond dans... Bon, j'ai pas lu toutes les nouvelles, mais dans beaucoup, j'ai l'impression. Du coup, il n'y a pas de question, mais... Ouais. Non, mais si, c'est juste, je m'étais jamais fait la réflexion, mais t'as raison. Mais probablement parce que
je vois beaucoup de fatalité chez les gens qui m'entourent, dans le monde en général. Oui, je vois beaucoup de... c'est comme ça. Et on accepte les choses telles qu'on nous les présente. Et je suis d'accord avec toi, tu as raison. Je pense que ça vient de l'école où on nous martèle ça pendant des années. C'est... En gros, la vie est une tartine de merde et il faudra en manger une bouchée chaque jour. Et on nous dit, voilà, ça va être dur, le travail, c'est pas fait pour être amusant. Et je crois que c'est très... c'est l'héritage judéo-chrétien qui donne ça. Et ouais, je suis assez, pas en colère, mais je suis assez opposée à ça. Clairement, non, je pense que les choses pourraient être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chouettes et beaucoup, beaucoup plus drôles. Et donc, peut-être que dans le fond, c'est même ce que je sens quand je cause avec des personnes avec lesquelles je suis pas d'accord. Par exemple, des gens qui sont racistes. Et j'en connais un paquet. Mais en fait, finalement, j'ai l'impression que derrière tout ça, allez, non, je vais pas dire raciste, je vais dire, par exemple, les gens qui sont farouchement anti-immigration. Je sens que derrière, quand tu creuses un peu, ils vont te dire oui, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, mais bon, c'est déjà suffisamment difficile ici. On n'a pas les moyens de. Et donc, il y a une espèce de forme, là aussi, de fatalisme, de se dire... Culture du sophisme. Oui. Mais en gros... la vie c'est dur, la vie c'est la merde, et donc c'est chacun pour soi, faut se battre, et donc fermons nos frontières, et donc j'entends beaucoup ça, et c'est la même chose par rapport à l'écologie, et quand tu entends des gens qui sont ouvertement anti-écolo et qui te disent oui mais bon, en fait ils n'imaginent pas une société qui puisse tourner autrement que la nôtre, et ils n'imaginent pas, donc je pense que c'est fondamentalement un manque d'optimisme et de... Je dis ça alors que j'écris les trucs les plus sombres du monde, mais je crois que voilà, je suis optimiste un petit peu parce que j'ai pas le choix, parce que sinon parce que je peux pas accepter que les choses soient aussi moches et aussi horribles qu'elles le sont aujourd'hui, et qu'elles ont l'air de se profiler pour la suite, quoi. J'ai 2 enfants, hein, donc... Donc ça a intérêt à être bien à la fin. Oui. Alors là, je vais revenir longtemps en arrière, mais tantôt tu as dit j'écris pour m'épater moi et pour épater mon gang d'écriture. Qu'est-ce qui t'épate ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'épate ? Attends, hein. J'essaie de penser justement, parce que je suis en train d'écrire et des passages où je me dis waouh, là je suis épatée. Ouais, je sais pas, ça m'épate quand c'est bourré d'énergie. En fait, ça m'épate quand je sens le personnage. Mais qu'est-ce que t'appelles énergie ? Quand je sens que le personnage vit derrière, quand je sens qu'il y a une voix et qu'il y a quelque chose qui m'échappe derrière mon écriture, qu'il y a tout à coup ouais, comme... Je sais pas, comme si tu voyais une toile de tissu, ça c'est le livre ou c'est l'histoire, et en fait tu vois quelque chose qui grouille en dessous. Du coup le chat saute dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Et quand je vois quelque chose qui se met à grouiller en dessous et que j'ai l'impression que ça vient pas de moi, que c'est vraiment quelque chose d'extérieur, là, ça m'épate. Et là, je me dis... Et c'est ce qui m'épate quand je lis des choses épatantes, des histoires que j'adore, c'est quand je me dis, mais ce personnage existe, il est là. Est-ce que des fois, tu te sens mal de ce que tu fais subir à tes personnages ? Jamais. C'est vrai ? Non, Ouais, jamais, parce que... Mais oui, non, en fait, jamais, parce que ça m'est déjà arrivé, notamment, je me rappelle quand j'étais enceinte de ma première fille,
j'avais écrit une histoire, j'écrivais un court-métrage, mais qui était absolument atroce, sur des gens qui enlevaient des enfants pour faire des combats d'enfants dans des caves. Tu vois, comme on faisait les combats de chiens, les combats d'enfants à mort. C'était absolument atroce. Et à un moment, Je suis quelqu'un d'optimiste. C'est ça. J'aime la vie, les coquelicots. Et à un moment, en écrivant, justement, en écrivant un combat où un des deux enfants devait mourir, je me suis arrêtée en me disant, ça, je peux pas. Je peux pas, c'est trop atroce. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi c'était pas possible. Parce que j'étais pas sincère dans la démarche. C'est-à-dire que j'avais décidé d'écrire un court-métrage trash. J'avais décidé d'écrire une histoire violente. Mais parce que j'avais envie d'écrire une histoire violente. C'était juste ça. Là, maintenant, quand j'écris, quand il arrive des choses violentes, c'est pas parce que je l'ai décidé avant. C'est juste parce qu'il y a une espèce de logique et que c'est comme ça que les personnages vivent. Et donc, j'ai envie de dire, je suis ce qui doit se passer et je décide rien. Et donc, je suis pas là en train de me dire ouah, qu'est-ce que je fais subir à mes personnages. Non, mes personnages vivent des trucs et moi, je les accompagne là-dedans. Et pour reprendre une métaphore de Stephen King que j'aime assez bien, c'est lui, il dit l'histoire, elle préexiste. Un auteur, il ne fait que dégager le fossile. Donc, le fossile, il est là. Et nous, on creuse et on doit creuser le plus délicatement possible pour pas l'abîmer et pour l'exhumer de la façon la plus délicate possible. Ben, c'est un peu ça que je ressens. Donc en fait, non, après, je peux éprouver de l'empathie et de la peine, et ça m'arrive évidemment parfois même de pleurer en écrivant une scène, mais je m'en veux pas. C'est parce que je sens bien que je suis absolument pas décisionnaire de ce qui est en train de se passer. Ça fait très auteur qui se la pète. Avant, quand j'entendais des auteurs parler comme ça, je me disais, ouais, c'est ça, c'est des postures d'auteurs. Genre, ça y est, mes personnages existent, je ne suis que leur pantin, leur marionnette. Non, c'est pas une posture. Je le vis comme ça. Et c'est merveilleux. C'est vraiment génial. Quand on sent qu'on perd le contrôle de l'histoire, c'est fabuleux. Pourquoi tu voulais écrire un truc trash? À l'époque où j'étais enceinte? Ouais. Parce que je regardais plein de trucs trash et que j'adorais ça à l'époque. Je crois que cette idée de court-métrage, elle m'est venue après avoir vu... c'était à l'époque des Saw, tu vois. Et on était en plein dans le torture porn et ces trucs-là. Et j'aimais bien, je sais pas pourquoi... j'ai vraiment l'impression que c'est un truc d'âge, ça. Parce qu'aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout de voir comme ça des trucs hyper trash. Peut-être aussi que c'est le fait d'être devenue maman et qu'à un moment, tu te rends compte que ouais, ces choses-là sont possibles et que t'as pas envie, en fait, t'as juste envie de l'oublier. Mais donc, en tout cas, à ce moment-là, j'avais 23, 24 ans et c'était une époque où ouais, je trouvais que plus c'était trash, plus il y avait de sang, plus c'était gore, plus ça faisait peur, mieux c'était. Mais ceci dit, j'adore toujours les trucs qui font peur, mais j'aime plus le trash. On vieillit, hein, ma bande d'hommes. Mais il y a toujours des scènes dans tes histoires où à un moment on a l'impression qu'il y a un déclic qui se fait et c'est genre ok, les filtres viennent de tomber. Oui. Et c'est enfin du coup c'est pas trash mais non, effectivement, et les filtres tombent, mais c'est ça qui est super gai. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je sens que le personnage vit, c'est que mes filtres à moi sont tombés, que j'ai plus de barrière sociale et que j'écris l'histoire parce qu'elle s'impose et qu'il y a plus aucun filtre, il y a plus de ah oui non, je vais pas écrire ça parce que ma grand-mère va le lire et que comment on fait pour enlever ces filtres à part en écoutant du métal? Ah ouais, j'allais dire en écoutant du métal. Il y a ça, moi c'est pour ça que j'écris le matin aussi. J'ai l'impression que plus la journée avance, plus les barrières... Les filtres sont pas encore levés. Bah si, parce que malgré tout, je prends quand même le temps. Mais tu vois, par exemple, j'ai plus de mal à écrire quand j'ai mes enfants et que
et que je les lève le matin, que je les emmène à l'école en fait que je vois des gens. Parce que quand tu vois des gens, bah, effectivement, tu mets un peu ton masque social. J'écris jamais aussi bien que quand je suis un peu cloîtrée chez moi. Et voilà, et au pire, je vais au yoga, mais je parle à personne et je fais semblant que les gens n'existent pas. Adeline Dieudonné, elle est snob. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment pas sympa. Hein. Elle est souriante dans ses interviews, mais... non, mais c'est pas évident faire tomber... Après, plus t'écris et plus on apprécie ce que t'écris, en fait, ça a aussi transformé le regard que les gens ont sur moi. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire tomber les filtres sociaux parce que je sais que les gens savent ce qu'il y a dans ma tête. Et les gens proches de moi, même voilà, ma famille et tout ça, ils savent que c'est tout pourri à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est difficile au début, c'est très intimidant parce qu'on se dit oh, merde, qu'est-ce qui est en train de sortir de moi et on n'est pas. En fait, le premier regard qu'il faut vaincre, c'est son propre regard sur soi-même et oublier. Enfin, en tout cas, faire le deuil du fait qu'on est quelqu'un de civilisé, ça c'est sûr. Mais je pense que personne n'est civilisé. C'est pas moi qui suis particulière, c'est qu'on n'est pas civilisé au fond de nous-mêmes. On l'est parce que, et tant mieux, hein, on est capable de se comporter avec bienveillance les uns vis-à-vis des autres, mais au fond de nous-mêmes, on a cette sauvagerie, et c'est bien, je pense, de la laisser s'exprimer quelque part, dans un cadre qui est le cadre de l'art, du sport, de l'amour. Enfin voilà, il y a plein de cadres dans lesquels on peut laisser s'exprimer notre animalité, et c'est tant mieux. Ça t'a fait flipper des fois de voir ce que tu trouvais ? Non, ça me fait jamais autant flipper que de voir ce dont les gens sont capables, honnêtement. C'est très soft finalement par rapport à ce qui me fait flipper, c'est de regarder le journal parler. Je peux comprendre. J'ai tenté de me noter des mots-clés pour mes questions, mais je sais absolument plus ce qu'ils voulaient dire. J'ai juste noté arrive. Come on, girl. Ah oui, là, je veux bien essayer de t'aider, mais Il y a beaucoup de choses très sombres, mais il y a aussi énormément de choses très drôles dans ce que tu écris. Est-ce que tu pourrais écrire un truc qui a plus une vocation comique que... Enfin, tu me diras, tu mets déjà des trucs comiques dans des œuvres plus sombres, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un truc à vocation comique, mais Non, c'est une bonne question. Pourquoi pas ? Après, la forme, je sais pas très bien quelle forme ça prendrait, mais c'est vrai que faire un roman drôle, ça me tenterait bien. Bah, je l'ai fait avec une nouvelle, Tchélie, mais du coup, malgré tout, elle est trash. Il y a quand même quelqu'un qui se fait égorger dedans, mais classique. Voilà. Mais c'est drôle. Enfin, parce que vraiment, il y a aucun moment, je pense. Hein, après, je serais intéressée de recueillir les avis des gens qui l'ont lu, mais je pense qu'à aucun moment on a de l'empathie pour ce gars qui se fait égorger. C'est juste jubilatoire. Et donc pourquoi pas. J'avoue que je m'intéresse de plus en plus à la scène, à la scène de l'humour belge, que je trouve fabuleuse. Je trouve qu'il y a vraiment des merveilleuses voix qui... Et encore, je te dis ça, mais j'en connais que les plus connus, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien, j'aime bien la punchline. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Et de temps en temps, même dans la vraie vie, même dans un roman, de temps en temps, effectivement, la façon dont j'écris, c'est presque de la punchline. Donc pourquoi pas un jour, ouais, ou même sur scène, hein, faire un deuxième spectacle qui soit... Enfin, ceci dit, Bonobo, il est quand même... Ouais, il y a vraiment des moments où c'est très stand-up. Enfin, je l'ai pas vu, donc je peux pas savoir le delivery, mais il y avait vraiment des trucs qui étaient construits comme des blagues. Et ouais. Beaucoup de passages très drôles. Mais oui, c'est ça. Et quelque part... en fait, je crois que ce qui m'amuse, c'est justement de mélanger. Parce que Bonobo, je pense qu'il est majoritairement drôle,
même s'ils parlent, mais ça, l'un n'empêche vraiment pas l'autre. Hein. Tu peux faire tout un stand-up sur des choses des gens qui se font tragiques. égorger. Des gens qui se font égorger. Des gens qui se font des égorger. combats d'enfants. Oui. Ce serait drôle. Tiens, bonne idée. Écoute. On va envoyer à Florence Mendes, tiens, je suis sûre que ça va l'amuser. Et non, mais voilà, je pense que l'humour et le stand-up, c'est pas forcément que pour parler de sa mijole ou de sa bite et de masturbation. Enfin, il y a une infinité de sujets qu'on peut traiter et je trouve que les sujets justement graves et difficiles, préoccupants, c'est chouette. Mais c'est vrai que dans Bonobo, j'ai quand même eu un moment la tentation et je l'ai faite, d'avoir un passage un peu plus poétique, un peu plus tragique, parce que ça m'amuse justement de mélanger et de faire vivre un peu les montagnes russes aux spectateurs, et parce que moi j'adore les spectacles dont on ressort en se disant je me suis marrée, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, il y avait tout dedans, donc c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire. Donc ouais, peut-être que quelque chose uniquement humoristique, non, mais par exemple un roman où j'inverse, où je fais beaucoup d'humour et un peu de suspense et un peu de réflexion, c'est possible, ouais. Qu'est-ce qui toi te plaît dans les œuvres? Qu'est-ce qui te fait genre palpiter les neurones? C'est une bonne question. Dans les œuvres littéraires ou dans les œuvres... Tout ce qui te stimule. Ouais, alors là, c'est tellement large si je prends l'art en général. Et je vais pas parler de peinture parce que là, vraiment, j'y connais rien. Mais en général, c'est vraiment quand je sens que l'artiste s'est exprimé avec énormément d'intégrité et en fait c'est quand je sens la personnalité de l'artiste. Enfin ouais, non, et encore parce que parfois c'est tellement les personnages et l'histoire qui emportent le truc, mais en tout cas quand je sens qu'on a été intègre et humble par rapport à l'œuvre qu'on était en train de fabriquer. Donc oui, je pense vraiment la sincérité, l'humilité, et quand c'est sincère et humble, ben je trouve que c'est là que les images s'imposent. Moi j'adore ça aussi quand je lis quelque chose et que les images s'imposent sans qu'on me les impose. Mais il y a tellement de choses, je sais pas, pour l'instant je suis en train de lire Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau et qu'est-ce qui me transporte là-dedans? Ouais, c'est juste que c'est terriblement bien écrit, que ce mec et que le personnage existe. Ouais, je suis désolée, hein, je répète un peu tout le temps les mêmes trucs, mais c'est vraiment ça. Et du coup, l'émotion est là. Du coup, je pleure, je chiale, j'ai peur avec le personnage, et je suis à fond. J'aime bien quand on me laisse pas sortir de l'œuvre. C'est-à-dire quand je regarde un film aussi, quand vraiment pendant 1h30, je suis complètement immergée dans l'univers et que au moment du générique de fin, c'est vraiment comme quand tu remontes d'une plongée sous-marine, comme ça, tu reviens à la surface. Mais pendant 1h30, on t'a foutu la tête sous l'eau. Voilà, globalement. J'espère que dans quelques années, je serai capable d'avoir une réponse beaucoup plus concise et plus claire sur ce genre de questions. Mais voilà, je construis. Là, tu bosses depuis quelques mois avec une agence artistique? Oui, je suis tandem, oui. Déjà, c'est la même agence que Laurie. Ah merde, je savais pas. Mais du coup, donc, hormis le second roman, tu as des projets là dans les prochains mois en tant que comédienne? Non, c'est juste que effectivement Tandem, c'est Émilie Françoise qui est une agent à Paris et qui m'a aidée à trouver un producteur pour Bonobo. Ah d'accord, ok. Et c'est vrai qu'elle est là pour m'aider, pour me conseiller. Par exemple, il y a l'adaptation de La vraie vie au théâtre dans laquelle je vais jouer. Et donc, bah voilà, c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un pour me conseiller et pour encadrer un petit peu. Et puis pour s'occuper des trucs de contrat et tout, dont non seulement j'y connais rien, mais en plus ça m'emmerde profondément. Donc
Du coup, tu vas tourner avec Bonobo, tu vas tourner avec La Vraie Vie Oui. et ressortir un roman. Oui. Donc, tu n'auras plus de vie pendant, pendant quelques années, là encore. Bah, j'espère. Oui, en fait, je suis toujours terriblement angoissée du vide. Et ça me vient de mon passé de comédienne qui a galéré. Ça me fait super peur. Donc j'arrête pas de mettre des projets sur pied, de m'engager dans des trucs. Enfin, là, à un moment cette année, j'ai dû dire stop. Et du coup, j'ai dû dire non à plein de chouettes propositions aussi, ce qui est frustrant. Mais un, je déteste dire non. Et deux, j'ai terriblement peur du vide. Donc je crois que dans quelques mois, je vais me prendre une espèce de voler de trop plein et je vais le payer quelque part. Et bah, ça fera aussi partie de l'apprentissage de dire à un moment, je dois être capable. Mais là, normalement, ça va. Tous les projets, je me suis amusée, ça c'est mon passé d'assistante de prod qui a parlé, je me suis amusée à faire un tableau Excel. Par projet, en projetant les 3 prochaines années, en me disant voilà, ok, si je joue dans La Vraie Vie, les représentations sont là, donc les répétitions sont là. Enfin, faire une espèce de rétro-planning comme ça, très précis, pour justement rester fiable vis-à-vis des gens auprès desquels je m'engage, et pas de me retrouver un moment à dire ah mais non, je suis désolée, je peux pas venir répéter parce que j'ai... Et du coup, ça t'angoisse pas de savoir que tes 3 prochaines années sont très carrées comme ça ? Non, non, au contraire, ça me rassure parce que j'ai peur du vide, comme je disais. Par contre, je trouve ça super impressionnant. Effectivement, les délais en théâtre et en cinéma, c'est pareil. Sauf qu'en cinéma, le scénariste, il n'est pas indispensable jusqu'au bout du projet. Alors que là, en théâtre, c'est fou, c'est prévu tellement à l'avance que là, effectivement, on est en train de programmer la saison 2022-2023. Oh my God. Et je me dis toujours, mais comment ils savent si je serai encore en vie ? Enfin, tu vois, ça me paraît quand même très, très optimiste de se projeter aussi loin à l'avance. Ça peut déjà m'arriver, tu vois, quand on prévoit un dîner avec les potes 1 mois à l'avance. C'est presque un peu de la superstition de me dire, mais les gars, on n'est pas... c'est presque un peu de la provoque, tu vois, s'il y a des forces là-haut qui décident de quand on meurt, quand on vit, de dire « Hey, je t'emmerde. Moi, j'ai prévu un truc pendant 3 ans. » Donc voilà, c'est le seul truc, ça m'impressionne toujours, les délais, mais je lâche prise et je me dis « Bon, ok. » Et puis de toute façon, j'imagine que si je meurs, ils ont des assurances et des trucs. Très pragmatique. Du coup, là, la Vraie Vie va être adaptée au cinéma. Mm-hmm. Et toi, tu seras scénariste, tu seras consultante, ou alors tu vas lâcher ton bébé Alors, j'ai déjà lâché mon bébé. C'est-à-dire que j'avais demandé que sur le contrat, je sois co-scénariste pour justement avoir une espèce de contrôle et de mainmise, parce que j'avais terriblement peur que ça m'échappe. Mais en disant, bon, je veux pas m'imposer non plus, parce que quelque part... le travail d'adaptation, c'est comme si on prend la bête métaphore que La Vraie Vie, c'est mon enfant, et que la réalisatrice, c'est sa copine, et qu'ils doivent se marier. C'est sûr que moi, je vais pas rester la belle doche au bord du lit en train de dire « Allez les gars, allez-y, maintenant, je regarde. » Donc à un moment... C'est pas la métaphore que j'aurais choisie. Mais ouais, ok. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est qu'à un moment, il faut que je retire mon nez du truc et il faut que... Parce que si, c'est un peu comme... c'est un peu comme en tant qu'enfant, à un moment, on a l'impression de trahir ses parents justement, quand on grandit, quand on quitte le foyer, quand on commence à avoir une vie sexuelle, enfin, ce genre de trucs. Il y a quelque chose, en tout cas de l'ordre de la transgression. Et moi, je veux que la réalisatrice, elle se sente autorisée à transgresser. C'est complètement con ce que je dis. Mais enfin, en tout cas, elle ait l'espace pour pouvoir transgresser l'œuvre et me trahir. Mais j'avais juste besoin d'être rassurée sur le fait que ce soit fait dans le bon sens et avec intelligence. Et donc, on a travaillé 3 jours ensemble. Elle a pu me poser, elle aussi, toutes les questions qu'elle voulait. Parce qu'il y a tout ce qui est dans le livre, mais il y a aussi tout ce qui est dans ma tête et tout ce que je sais des personnages que je n'ai pas forcément mis dans le livre. Et voilà, et au bout de 3 jours, je me suis dit, mais en fait, j'ai même intérêt à me retirer du projet parce que
elle est plus maligne que moi. En tout cas, en tant que scénariste, elle est beaucoup plus compétente. Elle a sa vision de réalisatrice. Elle sait où elle veut mettre sa caméra. Elle connaît le langage des couleurs, le langage des sons. Enfin, tout un langage que moi, en tant qu'auteur littéraire, je ne connais pas. Donc, au bout de 3 jours, j'ai dit, ok, c'est bon, vas-y. Et si tu as besoin, je suis à ta disposition. Si tu as envie de revenir vers moi, je suis là, mais je veux pas m'imposer. Mais je suis impatiente maintenant de voir le scénario qu'elle est en train d'écrire. Je suis très très impatiente. Mais je l'appelle pas. T'as reçu des critiques négatives sur la vraie vie? Alors oui, bien sûr. 2. Non. Après, c'est vrai que c'est impressionnant l'unanimité qu'a fait ce bouquin. Mais alors si de temps en temps, je vais voir sur Babelio, tu vois, le site... parce que là, il y a, je sais pas, genre 500 critiques de la vraie vie. Donc forcément, dans le tas, il y en a des négatives. Et c'est intéressant d'aller voir ceux qui n'ont pas aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. Majoritairement, voilà, c'est pour des raisons auxquelles je peux rien. C'est qu'ils trouvent ça trop noir, trop trash. Il y a pas assez réaliste aussi. Il y a des gens qui disent on n'y croit pas. Bon, ok. Enfin, c'est une histoire. Donc, effectivement, par essence, c'est pas... Mais voilà, c'est vraiment une question de point de vue. Et de toute façon, je peux pas plaire à tout le monde. Donc, alors après... Tu l'as accepté vite, ça? Oui, ça, vraiment. Oui. Bah oui, enfin, c'est la logique même. Et alors, je me rassure en me disant que toutes les grandes œuvres que moi j'admire, il n'y en a aucune qui fait l'unanimité. Je suis fan de Lolita de Nabokov, ça a fait scandale quand c'est sorti. Là, qu'est-ce que je viens de dire que j'ai adoré Last Exit to Brooklyn, Selby, c'est génial, ça a fait un scandale quand c'est sorti. Donc voilà, moi je fais déjà pas scandale, et quand bien même je ferai scandale, j'ai pas de problème avec ça, à partir du moment où je suis certaine d'avoir été sincère de nouveau. Mais non, et alors au niveau de la presse, il y a eu une critique vraiment négative, et celle-là, elle m'a fait mal mais c'est simplement que j'étais pas préparée au moment où c'est-à-dire que c'était au moment de la salve de succès. Tout allait bien. Je me prenais que des critiques positives, des sélections dans les grands prix et tout. Et donc, je crois que je m'étais un petit peu habituée à ça. Et donc, il y a eu un numéro du Masque et la Plume. Et je vois ça le soir chez moi, j'étais tranquillou. Et je me dis, tiens, ouais, chouette, le Masque et la Plume, je vais écouter. Et je pensais en plus que ça allait être positif parce que c'est Jérôme Garcin qui le présente, et qu'il m'avait fait un article dithyrambique dans l'Obs. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas lui. Lui, il a ses chroniqueurs, et donc ils sont 4, et ils demandent à chacun leur avis. Donc le premier était dithyrambique, donc j'étais oui, ok, comme d'hab. et les 3 autres, mais... Ah, les 3? Les 3, ouais, mais super virulents. Mais en plus, vraiment, vraiment très violents. C'est-à-dire, c'est pas juste on n'a pas aimé, c'était vraiment super destructeur, et avec une espèce de jubilation. Et en plus, c'est enregistré en public, donc tu entends les rires des gens derrière, et tu sens qu'ils surenchérissent aussi pour faire rire les gens. Et donc, c'est super cruel. T'as vraiment l'impression d'être... Se faire lapider en public. Exactement, toute nue. Okay, pardon. Lapidée toute nue. Et donc là, effectivement, sur le moment, j'étais... Et puis c'est pas grave, c'est bien. Enfin voilà, ça fait partie du boulot, c'est comme ça. Et voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Je me dis, peut-être aussi, c'est vrai qu'ils avaient un peu ouvert l'émission comme ça, en disant, tiens, un tel succès, à un moment, ça peut agacer aussi. Donc je me suis dit, bon, oui, s'ils l'admettent dès le départ, c'est voilà, la réponse est peut-être là-dedans aussi. Mais c'est vrai que c'était pas bienveillant du tout. À aucun moment ils se sont dit, tiens, on parle d'un premier roman, et donc potentiellement on s'adresse à quelqu'un qui peut être fragile, qui peut ne pas avoir l'habitude de ça. Mais donc c'est pas grave, j'ai un peu pleuré sur le moment, ça m'a miné le moral pendant 2-3 jours. Et au final, c'est pas mal, parce que cette émission, je la réécoute de temps en temps quand je manque un peu de punch pour l'écriture du deuxième. Okay. Ça me remet la patate, parce que
parce que voilà, ça va piquer un peu mon orgueil, ça fait naître des émotions négatives qui sont très très bien. Enfin, j'ai besoin de ça pour écrire aussi, donc voilà. Et puis voilà, ça fait des gens à conquérir encore pour le deuxième. Et voilà, j'espère qu'ils admettront que en fait, ils se sont trompés. Dans un texte que tu as écrit pour Passaporta, tu parlais d'une petite voix intérieure qui t'appelait Ploukas et qui te disait que tu n'étais pas capable, machin, tout ça. Elle te parle encore ? Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là, même si je crois qu'elle a bien pris dans la gueule ces derniers mois. Mais ouais, elle est toujours là, mais c'est vrai que le fait de plus d'avoir entre guillemets fait ses preuves, je sais pas comment expliquer, mais d'avoir acquis une certaine forme de légitimité grâce au succès, ça aide quand même vachement. Donc mais oui, elle sera toujours là et je devrais toujours. Et quand je parle de m'épater moi-même, ben c'est aussi elle que je dois épater et c'est très très bien. Il faut qu'elle soit là. T'imagines le jour où elle est plus là, mais je ferai des masterclass d'écriture en ligne que je ferai payer très très cher aux gens. On te verra en pub sur YouTube. Voilà. Elle t'a fait manquer beaucoup de choses ? Est-ce qu'elle m'a fait manquer beaucoup de choses ? Je sais pas. C'est une très bonne question. On n'aura jamais la réponse, hein, probablement. C'est sûr qu'elle m'a empêché de m'y mettre plus tôt. Mais maintenant, est-ce que si je m'y étais mise plus tôt, ça aurait marché ? Enfin, c'est peut-être aussi une question de vécu et que ce moment-là, que commencer à vraiment m'y mettre à l'écriture sérieusement il y a 3 ans, c'était peut-être le bon moment parce que j'avais enfin quelque chose à raconter. Le truc, c'est accumuler. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas très visuel. Enfin, c'est pas très. On va dire que le ressort s'est tendu. Voilà. Ouais. Yes. Où le réservoir s'est rempli. Voilà. Il y a de ça peut-être, mais aussi peut-être simplement qu'à 20 ans ou 25 ans, j'avais rien pris dans la tronche et donc... Petite joueuse. Non, mais c'est vrai. Et est-ce qu'on a des choses à dire, est-ce qu'on a des choses à écrire quand on va vraiment, vraiment, vraiment bien ? Je sais pas. Peut-être bien que oui, si on fait du feel good alors. Ouais. Je sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. Pas du tout dans l'ordre, évidemment, mais... Juste encore un dernier truc. Maintenant que t'es genre une personnalité publique, est-ce qu'il y a des trucs creepy et tout ? Écoute, j'ai un touche du bois, mais pour l'instant, non. Vraiment rien. Je suis presque déçue. Personne qui m'envoie des photos de sa tub sur Facebook. Quoi ? Eh ben, Adeline Dieudonné sur Facebook. Oh non, merde. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Vraiment, Attends, je réfléchis, hein, parce que parfois je me souviens juste pas et il y a eu des trucs... Non, mais après, je suis écrivain, je suis pas chanteuse non plus ou actrice. Je crois qu'il y a des professions qui sont plus exposées. Par exemple, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent pas, qui connaissent pas ma tête, qui connaissent mon nom. Et donc ça arrive souvent que, genre dans un magasin ou quoi, pour une histoire de carte de fidélité, je dis mon nom à la caisse. Et là, je vois les gens qui font « Ah, c'est vous ? Ah, mais j'ai lu votre livre, j'ai adoré. » Mais donc, ma tête, ils connaissent pas. Donc voilà, déjà à ce niveau-là, je peux faire mes courses tranquilles, personne m'embête dans la rue. Ou de temps en temps, dans le tram, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant « J'ai adoré votre livre, c'était génial. » Mais ça en reste là, et ça, c'est hyper gai. Je vais pas bouder mon plaisir. Mais donc, non, rien de flippant. Après, c'est vrai que je suis prudente. Je prends un peu mes précautions, clairement. Je donne pas mon adresse, je donne pas mon numéro de téléphone. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est des trucs que je protégeais évidemment pas du tout avant et que maintenant je protège. On ne sait jamais.
Alright. Je sais jamais comment terminer les podcasts. Je sais pas, tu veux qu'on chante une chanson? Vas-y. Ah, tu veux une chanson? Ouais, faut que tu... C'est toi qui l'as dit. Hein. Quoi, tu utilises les gens qui doutent comme générique? Ouais. Tu veux que j'essaye de te faire le générique? Vas-y. Mais il faut que tu me jures que si c'est nul, tu le couperas. Si tu veux, je te le ferai même réécouter. Et à la place, tu mettras Anne Sylvestre ou Vincent Delerme. Bah, si tu veux, je mettrai même Vincent Delerme, du coup. Ah ouais. Vu que tu l'aimes bien. Ah oui, oui. Je l'ai rencontré il y a pas très longtemps, il y a un mois. Et j'ai dit... en tout cas, c'est Vous complètement... chantez bien. c'est complètement con de ma part, non, si... Il y a vraiment une chanson de vous que j'adore. Mais bon, elle est pas de vous. Elle est de Anne Sylvestre. C'est les gens qui doutent. Et il m'a regardé vraiment l'air de dire « Ah oui, c'est gentil. » Et tout à coup, je me suis rendu compte de la connerie. Je disais... Et là, je cherchais autre chose, une chanson de lui, vraiment. Mais en fait, je connais pas du tout ce qu'il fait. Et donc, j'étais incapable de lui sortir un titre d'une de ses chansons pour dire « Jamais. » Mais vraiment, enfin, c'est... Et donc je pagayais comme une conne. Vraiment, c'est une chanson géniale et très liée à mon vécu. Et je suis tombée amoureuse sur cette chanson. Et vraiment, au fur et à mesure, j'étais « Oh putain !» Je me suis cassée. Du coup, t'écoutes quoi, en fait? Plein de trucs très, très différents. Déjà, tu mets toujours plein de références vachement cool dans tes bouquins. Ah, ça c'est gentil. Ouais. À chaque fois, je tic, je suis là, putain, j'écouterais bien les Doors d'ailleurs. Ah oui, les Doors, dans quoi est-ce que je les ai mis? C'était dans une nouvelle. Ouais. Ça doit être dans le ventre. Ah non, c'est dans Seul dans le noir. Oui. Ouais. Les Doors. Non, écoute, j'écoute vraiment plein de trucs très différents. En chanson française, je suis fan de Bachung, Dominique A, Thiéfaine, évidemment. Les Innocents, j'aime beaucoup. Enfin, Thomas Versen, enfin, plein de trucs. Et en anglo-saxon, j'écoute aussi énormément... il y a tellement de trucs. Mais après, ouais, je reste fort imprégnée des années 90. Évidemment, c'était mon adolescence. Donc, les références que je mets dans la vraie vie, genre Zombie, des choses comme ça, ouais. Mais non, plein de trucs. Le seul genre que j'écoute un peu moins, et pourtant, j'aime beaucoup quand j'entends, c'est tout ce qui est R&B. Voilà. Je connais moins bien, mais c'est un peu con. Voilà, donc tu voulais les gens qui doutent. Bon. Si tu veux, je rajoute un effet vocodeur dessus. D'accord. Et un beat derrière, comme ça fera comme si tu faisais du hip-hop. Oui, c'est ça. Je vais te le slammer. Non, mais t'es pas obligé. Non, mais je vais essayer. Je vais essayer. Si c'est naze, tu mets Vincent Delerme. Ça va pas. Non, tu mettras Vincent Delerme. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'espère que l'épisode vous a plu. Je rappelle que le roman La Vraie Vie est paru aux éditions L'Iconoclaste et vous pouvez retrouver toutes les dates de représentation de Bonobo Moussaka sur adelinedieudonné.com. Vous pouvez la suivre sur Instagram aussi, mais évitez de lui envoyer des dick pics. Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée ou me suivre via Facebook, Twitter, Instagram, Fanny Ruet. Et puis allez lire La Vraie Vie. Bisous!